Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un sujet brûlant en Afrique du Sud, cette fameuse loi sur l'expropriation. Une loi qui permettrait à l'État, potentiellement, de prendre des terres sans dédommagement financier. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un débat de rue là-bas. On entendra des agriculteurs, blancs, noirs, des commentateurs, des citoyens, bref, un peu tout le monde. Notre but. Essayer de démêler les arguments, de comprendre les tensions, les différentes visions sur cette loi et, plus largement, sur la question de la terre. Alors, allons-y, décortiquons ça. Alors, cette loi d'expropriation, elle donne un cadre, en fait, pour que l'État puisse acquérir des propriétés privées. Le point qui fâche vraiment, c'est cette possibilité, dans certains cas bien définis, d'exproprier sans payer de compensation. Et là, les lectures sont radicalement opposées. D'un côté, certains la voient comme un outil assez limité, qui cherche un équilibre entre l'intérêt public et les droits du propriétaire. Pas vraiment une loi de réforme agraire en soi, ils insistent sur les garde-fous juridiques, vous voyez, les justifications que l'État doit fournir. Mais en face, dans nos sources, on entend des voix qui, elles, crient carrément à la menace sur le droit de propriété. Ils se demandent même si c'est constitutionnel. Ce qui inquiète, c'est que la liste des cas d'expropriation sans compensation, elle pourrait ne pas être fermée. Oui, c'est ça. Et puis, même s'il y a des recours possibles, qui a les moyens de payer des avocats pour contester, franchement? Absolument. C'est une vraie question. Et cette peur, on la sent très fort chez certains agriculteurs. Tavi, par exemple, un agriculteur blanc, il est très inquiet. Il dit que toucher à la propriété privée, ça pourrait entraîner le pays sur une pente dangereuse. Il cite des exemples ailleurs dans le monde. Mais ta ville ne parle pas que de politique, si. Les sources mentionnent aussi une crise économique assez grave dans le secteur agricole. Exactement. Ta ville lui-même décrit un secteur vraiment en difficulté. Le nombre d'agriculteurs commerciaux blancs, il a chuté de manière spectaculaire, de presque 127 000 à environ 27 500. Beaucoup font faillite, ils sont étranglés par les dettes. Ah oui, quand même. Et ce qui est frappant, c'est que ces problèmes économiques, ils semblent toucher tout le monde. C'est pas juste une question politique, loin de là. Et c'est là justement qu'on a le témoignage de Komot, un agriculteur noir. Lui, il loue sa terre depuis 5 ans. Il explique que devenir propriétaire, c'est quasi impossible. Les prix sont fous et obtenir un crédit sans garantie, c'est très compliqué. Hmm. Alors pour lui, cette loi, c'est peut-être pas la solution miracle, mais c'est une chance. Une chance de rééquilibrer un peu les choses. Et ce besoin d'égalité, ça nous ramène directement à l'histoire, bien sûr. Ouna, une autre voix du débat, elle met en avant l'argument de la réparation historique. La terre, dit-elle, a été prise aux peuples africains, souvent appelés bantous dans ce débat notamment, avec des lois comme le terrible Native Lands Act de 1913. Ah oui, cette loi qui a confiné les Noirs à une petite partie du territoire. Voilà. Donc, exproprier, sans compensation, ce serait une forme de justice pour réparer cette injustice historique. C'est un argument fort, c'est sûr. Mais ça soulève d'autres questions qu'on entend aussi. Si on parle d'histoire, quid des cohésans qui étaient là avant? Et pourquoi se focaliser uniquement sur les blancs pour la restitution? Ça montre bien que c'est complexe, ces histoires d'identité et de légitimité historique. Tout à fait. Et au-delà de l'histoire, il y a les défis bien réels de la redistribution aujourd'hui. Un point soulevé avec force par McConney notamment, c'est ce sentiment d'un manque de confiance du gouvernement envers les citoyens noirs eux-mêmes pour gérer la terre. Comment ça? Par exemple, les retards énormes pour donner les titres de propriété qui avaient été promis. C'est vu comme un signe que, on leur donne la terre, mais on ne leur fait pas vraiment confiance pour la suite. Ça pose une question importante sur la capacité et peut-être la volonté de mettre en œuvre la réforme jusqu'au bout. On a cet exemple terrible qui racontait le père d'une femme qui intervient, il a reçu 15 hectares, après une longue bataille. Super. Sauf que sans argent, sans formation, sans rien, il était obligé de les louer. Ah oui. Un agriculteur blanc, pour 3 fois rien. Ça montre de façon crue l'écart entre avoir la terre et pouvoir en vivre, quoi. C'est exactement le nœud du problème. Les sources insistent là-dessus, le manque de capital, le besoin criant de formation, les monopoles qui bloquent l'accès au marché, et puis un racisme qui est toujours là. D'ailleurs, Tavi, l'agriculteur blanc, fait remarquer un truc intéressant. Oui. Il dit que les raisons pour lesquelles les fermiers blancs établis échouent, les dettes, les marchés, etc., ce sont les mêmes raisons qui empêchent les nouveaux fermiers noirs de démarrer. Ah, c'est pertinent ça. Ça suggère que la loi seule, si elle ne s'attaque pas à ces problèmes de fond, risque de ne pas changer grand-chose. Juste un pansement, en quelque sorte.
Face à tout ça, il y a quand même des pistes de solutions qui émergent dans le débat, non? On parle de programmes de formation sérieux, de soutien pour les agriculteurs noirs, d'un vrai accès aux ressources, pas juste la terre, et de lutter contre la corruption, bien sûr. Et puis cette idée qui revient, dépasser cette opposition noir et blanc, travailler ensemble, parce que la nourriture, ça concerne tout le monde. Bon, pour résumer, on est face à un enchevêtrement très complexe. Il y a le poids de l'histoire, une histoire de dépossession douloureuse, il y a les difficultés économiques actuelles qui touchent vraiment tous les agriculteurs, il y a des questions de droits fondamentaux, et puis des visions de la justice et de l'avenir du pays qui sont totalement opposées. Alors, où est-ce que tout ça nous mène finalement? Si on voit que les mêmes obstacles, manque d'argent, de formation, d'accès au marché, freinent aussi bien les agriculteurs installés depuis longtemps que les nouveaux arrivants, noirs ou blancs, quelles réformes, au-delà de simplement savoir à qui appartient la terre, pourraient vraiment aider à construire un secteur agricole sud-africain qui soit à la fois prospère, mais aussi équitable pour tout le monde? C'est une question ouverte, je crois, et elle est essentielle pour l'avenir.